nous allons commencer par parler du stress par lui-même, comprendre un peu comment ça fonctionne. Puis après, on va aller dans des aspects psychologiques, on va parler de l'estime de soi, puis on va parler d'un aspect aussi psychologique qui va nous intéresser particulièrement pour les entretiens d'embauche, qui est l'aversion à la perte. Puis après, on parlera présentation de soi, et enfin, on parlera de l'entretien d'embauche stricto sensu pour voir quelle solution on peut y trouver. Ok, ben allons-y. On va parler du stress. Donc, pour vous parler du stress, il faut vous parler de l'Homo sapiens sapiens. 250 000 ans d'évolution qui nous a amenés à ce que nous sommes aujourd'hui. Donc, il faut se remettre dans la situation. Il y a 100 000 ans, nos ancêtres étaient dans un univers particulièrement hostile. Entre les prédateurs, entre la nature qui était particulièrement hostile, ils étaient en permanence en danger. Et donc, le stress a été développé c'est un héritage de notre évolution. C'est en définitive un mécanisme de défense. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on est en vie. Ce stress a uniquement pour objectif, soit face à une situation stressante, d'avoir envie de fuir ou avoir envie de se battre. Alors, comment ça fonctionne le stress? On va simplifier les choses. Globalement, le stress, c'est quoi? C'est une brusque décharge d'adrénaline dans la totalité du corps. Donc, cette décharge d'adrénaline va avoir des conséquences qui sont terribles pour une personne dans un entretien d'embauche. Donc, quelles sont-elles? La première chose qui va se passer, il va y avoir une augmentation du volume sanguin. C'est-à-dire que notre corps va prendre toute l'eau qui est disponible dans le corps pour pouvoir augmenter le volume sanguin. Pourquoi? Pour pouvoir se préparer à d'éventuelles blessures. Donc, on va avoir une sensation de chaleur, on va avoir le rouge qui va monter aux joues, on va avoir la gorge qui va être sèche, on va se mettre à transpirer. Donc, que des choses sympathiques et agréables. Après, la deuxième chose qui va se passer, c'est que le sang va être dirigé par les muscles pour pouvoir faciliter la fuite face au danger. Donc, ce sang dirigé par les muscles va faire un accroissement de la motricité. Vous l'avez tous remarqué, des personnes où nous, comme nous sommes stressés, on se met à bouger la jambe de façon un peu frénétique, on a envie de bouger, on a envie de partir. Après, il va y avoir une perte de la raison, c'est-à-dire que le raisonnement facile, le raisonnement auquel on a accès quand on est relax, quand on est détendu, on n'y a pas plus accès quand on est stressé. Et d'ailleurs, si ça dure longtemps, l'augmentation du sang au niveau des muscles va entraîner les jambes en coton, c'est-à-dire que face à une situation très stressante, après, on n'a plus aucune motricité. Donc, vous voyez des mécanismes qui étaient formidables à l'époque à laquelle vivaient nos ancêtres et qui aujourd'hui fort problématiques. Imaginez qu'on se retrouve dans un entretien d'embauche et que tout à coup, on se lève et on a envie de partir en courant, ou soit de taper sur la personne qui nous a posé une question désagréable. C'est parfois des impulsions qu'on a à l'intérieur de nous. Heureusement, notre surmoi empêche tout ça. Donc, si vous avez des questions sur le stress, ce que je vous propose, c'est de faire un mini break pour pouvoir répondre aux questions. Est-ce que, Anaïs, il y a déjà des questions qui sont arrivées sur le chat? Alors, je regarde tout de suite. Non, pas encore. Moi, j'en aurais une. Ah si, il y en a une, pardon. Excuse-moi, je ne sais pas qui parlait. Je pose juste la question là avant que tu poses la tienne. Il y avait écrit comment le gérer. Alors, c'est tout le reste de c'est tout le teasing de la présentation, c'est-à-dire on va faire tout ça par la suite. Ok. Du coup, moi, j'en ai une là-dessus. Quand on vit des périodes stressantes, c'est-à-dire qui vont être réparties sur plusieurs jours, semaines, voire mois, est-ce que, j'imagine que non, est-ce qu'on ne ressent pas tous ces effets-là, les sensations de chaleur, etc. Ça, c'est sur le coup d'un stress qui est ponctuel. Exactement. Oui, Okay. Tout à fait. Ça, c'est sur un stress ponctuel. Quand ça dure longtemps, il va y avoir un phénomène de défense qui va se passer dans le corps humain qui peut amener à des maladies lourdes ou graves. C'est-à-dire, quand le stress dure, on le vit de plus en plus mal. On peut se mettre, il y a des personnes qui l'expriment en se mettant à avoir très mal au dos. Vous savez, quand on dit j'en ai plein le dos, souvent c'est ça. Les douleurs du dos nous montrent qu'on en a plein le dos. C'est-à-dire, le stress accumulé s'exprime d'une façon ou d'une autre. Il y a des personnes qui ont des plaques qui apparaissent sur la peau, etc., etc. Ça, c'est quand le stress dure longtemps. Là, on parle plutôt du stress immédiat, ce qu'on va ressentir quand on est face à un entretien d'embauche. Ai-je répondu à votre question? Parfaitement, merci. Y a-t-il d'autres questions?
Non? Eh bien, on continue. Alors justement, après, on va se poser la question, pourquoi je suis stressé? Qu'est-ce qui fait que tout à coup, je me retrouve dans une situation où 5 minutes avant, tout allait bien, je me sentais tranquille et serein, et puis tout à coup, je suis stressé? On va s'intéresser à deux phénomènes psychologiques. Le premier phénomène psychologique, c'est je me sens nul. J'ai l'impression d'être une bouse au moment T, à ce moment-là. Ça, c'est la première chose auquel on va s'intéresser. Puis la deuxième chose auquel on va s'intéresser, c'est j'ai peur d'échouer, la peur de l'échec. Donc, c'est exactement les deux points qu'on va voir tout de suite. Donc, on y va. On va d'abord parler d'estime de soi. Alors, pour vous parler de l'estime de soi, il faut que je vous parle des travaux de deux types, deux psychologues américains qui s'appellent David Dunning, c'est David, David Dunning et Justin Kruger. C'est deux psychologues américains qui ont défini un effet qui s'appelle donc l'effet Dunning-Kruger. Alors, l'effet Dunning-Kruger, c'est un effet particulièrement amusant qui dit que moins nous sommes qualifiés dans un domaine, plus nous surestimons nos compétences. C'est pour ça qu'à l'heure actuelle, vous voyez, parfois chez vos amis et beaucoup sur les réseaux sociaux, énormément de personnes qui expliquent que s'ils étaient à la place du gouvernement, ils auraient fait ci, ils auraient fait ça, ou ils auraient fait d'autres choses. Cette capacité à surestimer nos compétences quand on n'y connaît rien sur un domaine sont énormes. C'est pour ça, d'ailleurs, que si on demande à une population prise au hasard comment ils estiment leur capacité à bien conduire, on peut voir que tout le monde part du principe qu'il conduit très bien. Donc, vous voyez comment ça marche, l'effet Dunning-Kruger, c'est-à-dire que quand j'y connais rien sur un domaine, je me sens expert. Il m'est d'ailleurs arrivé assez récemment une histoire un peu comme ça. J'avais vu sur YouTube une vidéo de Somfy où ils expliquaient comment motoriser un volet électrique. Et quand j'ai vu cette vidéo, les choses m'ont paru tellement simples que je suis immédiatement allé dans un magasin pour m'acheter le kit de montage pour tenter de motoriser le volet roulant de mon fils. J'ai même pas réussi à ouvrir le caisson. Alors imaginez que le kit est resté dans sa boîte, fermé, et qu'il est toujours dans mon placard. C'est quelque chose qu'on fait régulièrement. Quand on ne sait pas, on part du principe qu'on va se débrouiller. Alors, Dunning-Kruger, pour pouvoir identifier leur effet, ont fait une étude avec des étudiants et ils leur ont demandé quelles étaient leurs chances de succès à un examen et ils ont croisé ça avec les notes qu'ils avaient eues dans l'année et aussi les notes qu'ils ont eues en définitive à l'examen. Et ils sont tombés sur une courbe particulièrement amusante. Cette courbe, c'est ça l'effet Dunning-Kruger. Donc, vous pouvez voir sur cette courbe, d'abord, ils ont appelé ça la montagne de la stupidité. C'est-à-dire, quand on n'y connaît rien sur un domaine, on a tendance à totalement surestimer, surévaluer nos compétences. On se sent très bon, on se sent très fort. Et puis, quand on commence à savoir plus, quand on commence à augmenter notre niveau de compétence, ben, petit à petit, tout d'abord, on se rend compte à quel point on ne sait pas. Et puis, au fil du temps, devenant expert, on commence à remonter l'estime qu'on peut avoir de soi. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Mais ça veut dire que l'effet Dunning-Kruger, il marche dans un sens, mais il marche aussi dans l'autre. C'est-à-dire que moins je m'y connais sur un domaine, plus je vais avoir tendance à surestimer mes compétences, mais aussi plus je m'y connais sur un domaine, mais je vais aussi avoir tendance à sous-estimer mes compétences. Et là, on le voit bien dans la courbe, dans la partie d'auto-évaluation réaliste des compétences, c'est quelque chose qui arrive. Et ça, c'est quelque chose que vous devez vivre personnellement. En découvrant un nouveau domaine d'expertise, en apprenant de nouvelles choses, vous êtes arrivé sans vraiment savoir ce que vous alliez apprendre. Et puis, grâce aux enseignants, vous avez ouvert des portes. Et en ouvrant ces portes, vous vous êtes rendu compte que derrière, il y avait 1000 portes supplémentaires. Donc, c'est normal. C'est normal que quand vous commencez à grandir en compétence sur un domaine, vous vous sentiez plus nul que quand vous n'y connaissiez rien. N'oublions pas que Platon nous a dit « je sais que je ne sais rien ». C'est-à-dire que la première connaissance qu'on va avoir sur un domaine, c'est se rendre compte de tout ce qu'on ne sait pas. Donc, ça veut dire que ce n'est pas grave. Et c'est même une bonne chose. C'est grâce à cette humilité que vous allez avoir sur vos compétences que toute votre vie, vous n'aurez de cesse de continuer à grandir
de continuer à apprendre de nouvelles choses. Donc, ce que je veux vous dire par rapport à ça, c'est que ceux qui sont persuadés que c'est les meilleurs du monde et qui savent tout sur tout, évoluent peu et grandissent peu. Et ceux qui manquent un peu d'estime de soi, c'est ceux qui passent leur temps à s'améliorer. Donc, si vous manquez d'estime de vous, ben, c'est plutôt une bonne chose. Et c'est grâce à ça que vous allez pouvoir apprendre plus tard. Donc, avant de passer à la version à la perte, ce que je vous propose, c'est de s'arrêter dans la présentation pour pouvoir répondre à toutes les questions que vous pouvez vous poser sur l'effet de Dunning-Kruger. Anaïs, je suis à votre écoute. Alors, nous avons dans le chat, est-ce que cet effet s'applique à tout le monde de manière systématique ou est-ce une caractéristique qu'on retrouve seulement chez certains individus? Alors, ça c'est très amusant comme question parce que c'est culturel. C'est-à-dire qu'on va trouver ça en Europe, on va trouver l'effet de Dunning-Kruger en Europe, on va trouver l'effet de Dunning-Kruger en Amérique du Nord, mais on va assez peu le trouver en Asie. C'est-à-dire qu'ils se rendaient compte que la montagne de la bêtise, hein, comment ils appellent ça, la montagne de la stupidité, que la montagne de la stupidité, elle est beaucoup plus basse sur les pays asiatiques. Donc, ça veut dire qu'il y aurait peut-être un peu plus d'humilité dans la culture de base de ces nationalités. Avez-vous d'autres questions? Oui, il y en a une autre qui est comment changer son estime de soi, c'est-à-dire pas se sous-estimer, mais à sa juste valeur? Alors ça, je pense que celui qui aura une solution à cette question changera le monde. S'estimer à sa juste valeur, c'est extrêmement difficile. Pourquoi? Parce que notre valeur va dépendre de tellement d'aspects, de tellement de choses. Ça va dépendre de notre éducation, ça va dépendre de notre entourage, ça va dépendre de notre environnement professionnel, ça va dépendre de la façon dont on est valorisé, ça dépend aussi des fractures qu'il y a eu dans notre enfance. C'est-à-dire, je pense à toutes ces personnes dont les parents ont jamais dit qu'ils étaient fiers de leur enfant ou du travail effectué par leur enfant et qui laissent des blessures qui ne se referment pas. Donc, c'est très difficile. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut vivre avec. Il faut accepter. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas vous sortir, si vous avez une estime de vous qui est assez faible, vous ne pourrez pas vous en sortir complètement. Donc, il va falloir apprendre à vivre avec, faire avec, et puis travailler sur vos compétences. C'est-à-dire, c'est vraiment sur vos skills, en travaillant sur vos compétences que vous allez pouvoir, petit à petit, au moins prouver aux autres qui peuvent avoir une bonne estime de vous. Et ça va vous faire du bien pour avoir une meilleure estime de vous. Alors, j'ai d'autres questions. J'en avais raté une de Antoine. Quel est le delta entre la perception de ses compétences et la réalité de ses compétences en général? Alors, si on reprend Dunning-Kruger, il suffit de regarder la courbe pour pouvoir répondre à ça. Hein. C'est que plus je suis haut dans mon niveau d'expertise, plus je suis dans la vérité. Ça veut dire que c'est que quand on est vraiment très bon dans un domaine, qu'on a une vision la plus objective possible des choses. Vous voyez, c'est sur le plateau de consolidation, c'est sur la fin. Donc, ça veut dire que seul l'expert, seul le grand professionnel, celui qui est vraiment une extrême maîtrise sur un sujet donné, peut avoir une vision juste de son niveau de compétence. C'est nos médecins aujourd'hui, hein, c'est notre corps médical, c'est nos infirmiers ou nos infirmières, nos médecins qui, par leur niveau de compétence, sont capables de dire si ils savent faire quelque chose ou s'ils ne savent pas faire quelque chose. Et c'est comme ça souvent d'ailleurs que vous allez rencontrer, que vous allez voir dans votre vie des grands professionnels. On a tendance un peu à être un peu dans le trip américain de « yes, I can ». C'est-à-dire, tout est possible, je peux accomplir tout. Mais vous allez assez rapidement vous rendre compte que les gens qui disent oui à tout, qui acceptent tous les challenges, tous les défis et qui se sentent prêts à faire n'importe quoi, souvent, c'est qu'ils n'ont pas de véritable compétence et aucune conscience de leurs réelles compétences. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas être volontaire et motivé, mais l'idéal, c'est d'être volontaire et motivé sur des domaines plutôt qu'on maîtrise, plutôt qu'on connaît.
Et puis, je fais une parenthèse aussi par rapport à ce point. C'est pas parce qu'une personne a un très haut niveau d'expertise sur un domaine donné qu'elle est capable aussi de donner son avis sur d'autres domaines. On voit par exemple aujourd'hui des médecins qui donnent des conseils sur comment il faudrait gérer la crise. On voit aussi des hommes politiques qui donnent aussi des conseils qui sont peut-être très bons dans leur domaine, mais qui donnent des conseils sur comment est-ce qu'on devrait soigner les gens et avec quel type de médicaments. D'autres questions? Ouais, il y en a d'autres, il y en a 3 autres. Pourquoi les recruteurs favorisent-ils justement les personnes avec haute estime de soi dans ce cas, il me semble? Parce qu'ils ne connaissent pas Dunning-Kruger. Mais non, alors, en plus, c'est pas vrai, hein. Beaucoup de recruteurs connaissent l'effet Dunning-Kruger et vont poser des questions très ciblées sur les compétences. Je veux dire, un bon recruteur va vraiment s'intéresser aux aspects techniques de la personne qui recrute et pas uniquement jauger sa motivation. Donc, l'idéal, c'est de trouver un équilibre entre un haut niveau de motivation, un haut niveau d'envie et une personne qui est vraiment solide sur les aspects techniques. Ok, et nous avons ensuite, est-ce que c'est normal de toujours croire que l'on n'est pas bon? Ouais. Ouais, terrible. Alors, écoutez les autres. Moi, mon conseil par rapport à ça, ne soyez pas butés, écoutez les autres. Je ne sais pas si vous connaissez cette phrase, hein. Si un homme vous dit que vous êtes un singe, passez votre chemin. Si 2 hommes vous disent que vous êtes un singe, réfléchissez-y. Si 3 hommes vous disent que vous êtes un singe, achetez-vous des bananes. Et c'est un peu ça sur l'estime de soi. Si en permanence, vous avez des strokes positifs de la part de votre entourage professionnel qui vous dit « là-dessus, t'es bon, bravo pour ce que tu as fait, bravo pour ton boulot », voilà, il faut savoir ouvrir les oreilles et accepter ces compliments. Et souvent, d'ailleurs, les personnes qui sont en grand manque d'estime d'eux, quand on leur fait des compliments, ils vous expliquent qu'ils ont eu de la chance ou qu'ils y sont pour rien. Et ça, c'est terrible. Donc, quand on vous fait des compliments, la bonne réponse à donner, c'est merci. D'autres questions? Ouais, j'ai une autre question. Est-ce que le fait de ne pas être soutenu par son entourage, il joue beaucoup? Ah oui, j'ai répondu avant. Ah oui, c'est sûr, hein. Si vous… Alors, ça, c'est un biais cognitif qui est bien connu, dont j'ai oublié le nom. Ça me reviendra. C'est l'idée que… c'est le contraire de l'effet Pygmalion. C'est l'impuissance acquise, voilà. C'est l'impuissance acquise. L'impuissance acquise, c'est-à-dire que si une personne fait quelque chose et que vous lui dites « c'est de la merde », ben, la prochaine fois, il y a une chance, soit elle ne le refasse pas, ou soit elle le fasse mal. Donc, ça veut dire que les interactions que vous allez avoir avec votre entourage vont avoir un très fort aspect psychologique. Donc, l'impuissance acquise, c'est terrible, hein, et ça, on le vit depuis la petite enfance. C'est le petit enfant le petit garçon, hein, je pense plutôt garçon, hein, pour faire un peu de sexisme, qui ont toujours un peu plus de mal que les filles à lasser leur lacets quand ils sont petits. Si d'emblée, quand ils commencent à lasser leur lacet, on leur donne une petite tape sur la main en disant non, c'est pas comme ça et en faisant le lacet à leur place, bah, tout ce qu'ils apprennent, c'est qu'ils sont pas compétents. Et donc, ça veut dire qu'ils vont avoir un véritable retard pour apprendre à lasser leurs chaussures. Ensuite, je vais avoir une autre question. Alors pourquoi, alors ça rejoint un petit peu la question précédente de Marjolaine. Pourquoi en entretien d'embauche, on attend souvent des personnes très confiantes et sûres d'elles, même en cas de premier emploi? C'est un peu ce qui a été expliqué avant, je pense. En entretien d'embauche, est-ce qu'on attend vraiment des personnes très confiantes et sûres d'elles? Moi, j'entends des recruteurs qui me disent « c'est qui ce petit merdeux pour qui il se prend, hein ?» Je suis pas sûr que les recruteurs attendent vraiment des personnes très confiantes et sûres d'elles. Elles attendent des personnes qui soient à l'aise, qui aient un certain niveau d'être assez à l'aise. Mais un recruteur connaît très bien les phénomènes de stress et va comprendre que la personne est naturellement tendue par l'entretien d'embauche. Donc, il ne faut pas croire que si je suis tendu, je rate forcément mon entretien d'embauche. C'est pas parce que mon stress se voit que je suis sûr de rater. Par contre, si mes réponses sont idiotes ou complètement à côté de la plaque, là, je risque de le rater. Donc, voilà, ne partez pas du principe qu'ils ont envie de voir un soleil qui rentre dans le bureau au moment où vous arrivez.
C'est pas l'objectif du recruteur. Hein. Vraiment, soyez relax par rapport à ça. Et une personne qui est trop confiance en soi est perçue souvent par vous, par moi, comme quelqu'un d'arrogant et de pénible. Donc, il faut être relax par rapport à ça. Hein. Avez-vous d'autres questions? Je rebondis sur la question suivante, mais en fait, je pense que tu viens d'y répondre aussi. Est-ce que ça peut être mal vu, un comportement avec plus d'humilité pour un entretien? Donc non, je suppose, vu ce que tu dis. Alors, ça dépend. Alors, ça, c'est la beauté de notre langue. Hein. Qu'est-ce qu'on va définir par humilité? Est-ce qu'humilité, c'est avoir une véritable conscience de ses limites et de ses faiblesses? Ou est-ce qu'humilité, c'est se mettre un cran dessous? Parce que si l'humilité, c'est se mettre un cran dessous, ça, c'est pas bon. Être humble, ça veut dire être conscient de ses faiblesses et ne pas surjouer et ne pas se montrer surconfiant sur ses faiblesses, c'est plutôt une bonne chose. Donc, ça dépend où est-ce qu'on va placer la définition du mot. C'est tout pour les questions dans le chat, en tout cas. Ok, très bien. Donc, on en était à Platon. Je sais que je ne sais rien. Vous imaginez Platon qui dit « je sais que je ne sais rien », quoi. Le mec, le cerveau de l'époque. Donc, on va parler maintenant d'un deuxième biais. Juste pour resituer les choses. Quand on parlait de Dunning-Kruger, c'était pour parler de l'estime de soi. Maintenant, vous en souvenez, hein, la deuxième chose, c'est j'ai peur d'échouer. J'ai peur d'échouer, c'est aussi un autre mécanisme qui va nous emmener vers le stress. Et là, le biais cognitif qui va être derrière ça, c'est l'aversion à la perte. Alors, l'aversion à la perte, c'est quoi? L'aversion à la perte, c'est la tendance que nous avons tous individus à donner plus d'importance à une perte qu'à un gain. C'est-à-dire à vivre très mal le fait de perdre quelque chose et de façon beaucoup plus intense que le plaisir que j'aurai par l'obtention de cette chose. Donc, c'est un biais cognitif qui est très bien connu du marketing, puisqu'il l'utilise tout le temps. Quand vous allez sur Amazon et quand vous regardez un objet et quand il y a écrit « il n'y en a plus que 2 », ils sont en train de jouer complètement sur votre aversion à la perte. Et ils savent très bien que derrière, ça va augmenter les chances que vous cliquiez sur « acheter ». Donc, cette aversion à la perte va avoir, en entretien d'embauche, un effet catastrophique. Parce que l'enjeu va nous écraser. On va se sentir littéralement écrasé par l'enjeu de l'entretien d'embauche. Ben oui, on joue un peu notre vie à ce moment-là. C'est-à-dire, on se dit, c'est ma vie professionnelle qui dépend du choix de ce recruteur. Et donc, écrasé par l'enjeu, je vais avoir peur de perdre ce que je désire le plus. Donc, du coup, qu'est-ce qui va se passer? Mais je vais me mettre à en faire trop ou trop peu, hein, à cause des risques. Hein, je ne veux pas prendre de risques, donc j'en fais trop peu, je ne vais pas tout dire, ou soit j'en fais trop, j'en fais des caisses pour pouvoir épater la personne en face de soi. Ce qui va se passer aussi à ce moment-là, à cause de l'aversion à la perte, je vais me mettre à détecter dans la gestuelle, dans les mimiques du visage de la personne en face de moi, des pseudo-signaux qui me disent « Ah, il pense que je suis nul hein, », pour revenir au reste, hein, à l'autre histoire de tout à l'heure. Ou soit il désapprouve ce que je suis en train de dire. Quand une personne est en train de vous écouter et qu'elle est concentrée sur vos dires, il y a un petit froncement qui se fait entre les deux sourcils. Et ce petit froncement, dans la vie de tous les jours, je ne fais pas particulièrement attention, mais quand je suis dans l'aversion à la perte, je vais me mettre à être particulièrement sensible à ce petit froncement, à toutes les mimiques qu'il peut avoir, à la tête qui se met à tourner, au corps qui se met à se fermer, ou à la personne qui se met à parler à l'oreille d'une autre personne à côté, quand il y a 2 personnes en face de moi en entretien d'embauche. Et tout à coup, tous ces signes vont augmenter mon stress. Je vais me mettre à réajuster mes propos, je vais me mettre à tenter de sauver la situation, alors que ces signes, peut-être, étaient en train, peut-être que les 2 personnes étaient en train de se demander ce qu'elles allaient faire entre midi et 2. Peut-être que si elles fronçaient les sourcils, c'est parce que ce que vous disiez était particulièrement intéressant. Vous n'en savez rien. Donc, du coup, comme je réajuste mes propos, ben mon non-verbal aussi va me trahir. Je vais me mettre à avoir un non-verbal qui va apporter cette fois-ci des signaux négatifs dans l'inconscient de mon recruteur.
Et petit à petit, l'image que je vais avoir dans son esprit va diminuer. Mais ce n'est pas parce que j'ai dit avant, c'est parce que je suis en train de rentrer dans cette vacherie d'aversion à la perte. Notre cerveau, pour exhumer les choses, se met en mode panique à ce moment-là. Et c'est terrible, hein. Et d'ailleurs, à ce moment-là, on a envie de partir. On a envie de devenir une petite souris, de se mettre dans un trou et de disparaître. On a envie de leur serrer la main et de leur dire, bon, de toute façon, je sais que vous n'allez pas me prendre, et de quitter la pièce. Alors, comment s'en sortir? On commence à travailler sur les solutions. Hein. Comment s'en sortir? La première chose, la toute première chose, c'est pour sortir de l'aversion à la perte, ben, c'est de la logique pure. Hein. Si je veux sortir de l'aversion à la perte, le meilleur moyen, c'est d'avoir un backup plan. C'est-à-dire d'avoir dans la poche d'autres opportunités d'obtenir ce que je désire. Ça veut dire que si j'ai un entretien d'embauche, pour pouvoir le vivre le plus sereinement possible, il faut que j'ai, dans la même semaine, dans la même journée, 2, 3 autres, 4, 5, 6 autres entretiens d'embauche avec des entreprises qui m'intéressent également. Ça va me permettre de pouvoir faire baisser la notion d'enjeu et ainsi limiter les chances que je rentre dans l'aversion à la perte. Donc, ça veut dire quoi? Mais ça veut dire que quand vous allez commencer à envoyer des CV, à contacter des entreprises pour pouvoir avoir des entretiens d'embauche, il ne va pas falloir s'arrêter à avoir 1 ou 2 entretiens d'embauche, mais n'hésitez pas à en avoir 10, 15 pour faire en sorte que les premiers se passent le mieux possible. Donc, plus vous aurez d'entretiens d'embauche programmés dans votre planning, mieux vous vivrez chacun des entretiens d'embauche. C'est assez paradoxal hein, quand on y réfléchit. Parce que les autres, du coup, il y a moins de chances que vous y alliez. Deuxième solution, c'est la préparation de l'entretien. Ah oui, il faut se dire quelque chose. Hein, si vous ne préparez pas votre entretien, normalement, ça ne devrait pas bien se passer. Et si vous le préparez, normalement, ça devrait bien se passer. Donc, qu'est-ce qu'on va préparer dans notre entretien d'embauche? La première chose qu'on va préparer, c'est la présentation de soi, la façon dont nous allons nous présenter quand ça sera notre tour de parler. La deuxième chose qu'on va pouvoir préparer aussi, c'est les réactions au pitch du recruteur. Systématiquement, dans un entretien d'embauche, à un moment, le recruteur va pitcher la boîte, va pitcher le job, va pitcher l'équipe, va pitcher la façon dont vous allez travailler. Et l'idée, c'est aussi de préparer par avance comment je vais réagir à ce pitch, qu'est-ce que je vais mettre en place comme mécanique. Et la troisième chose, non, il y en a une autre derrière, c'est la réponse aux questions prévisibles. Vous savez que vous avez certaines questions qui vont tomber. Il y a des questions qui sont communes à beaucoup d'entretiens d'embauche et qu'on a l'habitude d'avoir. Donc, l'idée, c'est se dire, plutôt que de réfléchir quand je vais me retrouver face à cette recruteuse ou à ce recruteur, tant qu'à faire, autant réfléchir en amont et tenter de faire des questions intelligentes, construites et à propos par rapport à ça. Et puis, la quatrième chose qu'on va faire, c'est aussi réagir, travailler sur sa réaction aux questions déstabilisantes. Vous savez que vous aurez quelques questions déstabilisantes. Alors là, on ne peut pas savoir lesquelles. Hein. Vous pouvez peut-être les préparer, celles-ci, si vous savez a priori ce que vous aurez comme questions déstabilisantes, mais souvent, on ne sait pas. C'est bien pour ça qu'elles sont déstabilisantes, par la force des choses. Et donc, de préparer la façon dont on va réagir aux questions déstabilisantes pour être le moins déstabilisé possible. Donc, avant de rentrer dans la présentation de soi, ce que je vous propose, c'est de s'arrêter, puisque, évidemment, ces 4 points, c'est les 4 points qu'on va voir maintenant sur le reste de la présentation. Donc, si vous avez des questions sur l'aversion à la perte, je vous écoute. Alors, je vais peut-être lire dans le chat aussi les quelques questions qui se sont posées. Tac, 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 si je remonte. Alors, attends, est-ce que du coup que je me retrouve sur le bon truc? Alors, est-ce normal de toujours penser qu'on est capable de faire beaucoup de choses et de se dire qu'on n'y arrivera pas? Ah oui. C'est-à-dire, je pense que je vais faire beaucoup de choses, c'est-à-dire je me remplis mon temps, mon planning, mon agenda avec énormément de choses et derrière, je me rends compte au fur et à mesure que j'y arrive pas, c'est ça?
Alors, c'est un phénomène. Alors, si c'est ça, hein, si c'est ça la question, la personne qui a posé cette question, est-ce que c'est possible qu'elle réactive son micro pour compléter? Oui, c'est moi. Alors en fait, est-ce que c'est normal de toujours penser qu'on n'est pas capable de faire beaucoup de choses et de se dire qu'on n'y arrivera pas? Ah, alors là, on revient sur les phénomènes de tout à l'heure. Si ça vous arrive, ça veut dire que vous avez dû vous prendre des baffes. Bon, c'est Euh, possible, oui. ouais, vous avez dû vous prendre beaucoup de baffes. Ouais, vous avez dû beaucoup être peu valorisé sur les bonnes choses que vous avez faites et être très dévalorisé sur les erreurs que vous avez faites. C'est terrible, c'est dégueulasse, c'est de la maltraitance. Prenez-en conscience et regardez. Il y a un biais cognitif qui est très fort aussi chez nous, êtres humains, c'est le biais de négativité. Il y a une expérience qui a été faite il y a quelques années avec en milieu scolaire. Ils avaient donné une liste de tâches à des enfants à faire. Une liste de tâches qui était très importante, hein. Si les enfants avaient voulu le faire, c'était 2 heures de temps. Et ils leur avaient donné dessus 45 minutes. Donc, ils donnent cette liste de tâches à faire aux enfants et bam, au bout de 45 minutes, ils s'arrêtent. Et là, on les laisse rentrer chez eux et on les reprend le lendemain. Et le lendemain, on a demandé aux enfants quelles étaient les tâches qui vous étaient attribuées. Ils n'ont pas demandé qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce que vous n'avez pas fait. Hein. Quelles étaient les tâches qui vous a fait attribuer. Et on s'est rendu compte que les tâches non faites ont été citées en moyenne 4 fois plus que les tâches qui avaient été réalisées. L'esprit humain est comme ça. On a tendance à se concentrer beaucoup plus sur le négatif que sur le positif. Donc, moi, mon conseil pour pouvoir sortir de ce genre de croyance sur vous-même, hein, parce que c'est ça, c'est une croyance sur vous-même que vous avez, c'est d'abord de regarder ce que vous avez fait dans le passé, toutes les bonnes choses, pourquoi pas de les lister, toutes vos réussites, mais même la moindre réussite, toutes les choses que vous avez faites, parce qu'il y en a des centaines, il y en a des milliers de choses bonnes que vous avez faites. Donc, regardez tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez réussi, tout ce que vous avez accompli, et puis, vous allez vous rendre compte que la liste est longue. Donc, une fois que vous aurez fait ça, peut-être que ça va vous faire avancer. Mais voilà, ce que vous exprimez, c'est une croyance en vous. Hein. Vous savez très bien que ce n'est pas vrai. Ai-je répondu plus ou moins à votre question? Oui, oui, c'est nickel. Après, si je puis me permettre, je vais donner un exemple tout à fait concret de ce dont vous parliez. Personnellement, j'ai fait un apprentissage en pâtisserie et je suis tombé dans 2 boîtes consécutives où je suis tombé la première fois sur un patron qui me maltraitait, mais complètement. C'est-à-dire, ça allait de la simple insulte de répétition de t'es une merde, tu sais rien faire, tu t'arriveras jamais à rien, jusqu'au fait de me frapper, ce qu'il n'a pas fait énormément de fois. Mais et dans une seconde boîte où c'était des salariés qui étaient extrêmement virulents là-dessus aussi. Ils m'ont jamais frappé, mais ils m'ont toujours dit que j'arriverais jamais à rien, etc. Et ce qui a créé un peu ce biais de dire bah oui, j'arriverai jamais à rien parce que bah, je suis un bon à rien. Mais fait est qu'aujourd'hui, c'est un peu l'exact inverse qui se passe, c'est-à-dire que dès qu'un patron, un salarié, qui que ce soit, commence à me dire que je suis pas forcément très très bon à ce que je fais ou j'arriverai pas à faire ci ou ça, j'ai une espèce J'ai envie de tuer. ouais, pas forcément à ce point-là, mais on va dire que j'ai plus envie de me laisser marcher dessus. Ben oui. Et des fois, ça porte un peu à mal les relations que je peux avoir avec certaines personnes. Et c'est très compliqué de travailler là-dessus et d'avancer parce que ça m'est déjà arrivé plusieurs fois dans d'autres boulots. Et du coup, oui, j'ai des collègues qui venaient commencer à essayer de me titiller. Et sauf que bah, la réponse derrière, elle était immédiate et effective, quoi. Et violente. Quoi, une certaine violence verbale. Oui, c'était, on va dire, très cassant et très OK, bah, c'est terminé, quoi. Eh oui, chat échaudé, crâne eau froide. Oui, vous en avez pris trop plein la gueule. Alors, il faut que je vous dise 2 choses. Par rapport à ça, votre patron là, qui vous a malmené, qui vous a tapé dessus, d'abord, c'est pas qu'un salaud. C'était aussi certainement une victime. oui, non, mais tout à fait. Humainement, il était très bas et il a vécu ça aussi. C'est ça. Le type a été très là et par un phénomène
Alors, c'est un phénomène psychologique de compensation. Mm. Si je suis malmené et que je comprends pas pourquoi, et du coup, je rééquilibre les choses en me disant, bah, c'est normal d'être malmené. Oui, il répète le processus, hein, tout C'est de la simplement. surcompensation. On compense et on dit, bah, c'est normal d'être malmené. Et donc, je vais malmener la personne, mais pour l'aider. C'est débile, hein, c'est pas du tout conscient comme type de raisonnement. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est il va falloir aussi faire la différence entre je suis nul et mon boulot est nul. C'est pas pareil. C'est pas du tout pareil. C'est-à-dire que je suis nul. C'est terrible, hein, c'est un constat sur soi. Mais mon boulot est nul, bah, ça arrive. Je veux dire, tous, alors tous, dans les personnes qui nous écoutent, dans le monde entier, tout le monde, bah, on fait parfois de la merde. Et c'est normal. Et quand vous faites de la merde et qu'une personne vous dit, t'as fait de la merde, bah, il faut lui dire, bah oui, j'ai fait de la merde. Maintenant, Ouais, bah, je vais réfléchir sur comment pas faire de la merde. Donc, être capable aussi, ça aussi, c'est un certain degré d'humilité. C'est dur, hein, c'est pas agréable. Hein. Moi, quand je fais de la merde et qu'on me dit, t'as fait de la merde, c'est très désagréable. Mais la personne qui vous dit, t'as fait de la merde, souvent, c'est la personne qui a envie de vous aider. Celui qui n'a pas envie de vous aider quand vous avez fait de la merde, il va vous dire, ouais, c'est très bien. Le vrai salaud, c'est celui-là. Hein. C'est comme la feuille de salade sur la dent. Hein. La personne qui vous dit, ah, t'as une feuille de salade sur la dent, celui-là, il est sympa. Les 10 autres que j'ai vus avant qui vous ont pas dit que vous avez de la feuille de salade sur la dent, c'est pas vos amis. Donc voilà, il faut aussi réussir à faire la part des choses entre la personne qui a une volonté de vous humilier ou de payer son passif psychologique sur votre dos, et puis la personne qui veut vraiment vous aider et qui parfois a une forme un peu crue pour vous dire les choses. Voilà. J'ai répondu à votre question? Quoi? Tout à fait, oui, tout à fait. Ok. Je propose, Stéphane, parce qu'il y a eu pas mal de questions qui se sont accumulées dans le chat. Puisque tu laisses, puisque je parle à tout le monde, là, aux élèves, puisque Stéphane laisse un petit temps après chaque partie pour poser vos questions. En fait, n'hésitez pas à les poser à l'oral plutôt qu'on les récite au fur et à mesure. Allez-y. Hein. N'hésitez pas à poser vos questions directement à l'oral en en remettant votre micro. Moi, j'en ai une. Du coup, Jean-Louis de Lado. Jean-Louis. Alors, moi, j'aurais voulu savoir comment changer notre image de façon qu'on a l'image de soi toujours négative, malgré qu'on réussit plus ou moins tout ce qu'on fait. Mais alors, comment expliquer ça? C'est dès qu'on va acquérir des nouvelles compétences et on va changer de domaine ou quoi que ce soit, on a toujours une image négative de soi, malgré qu'à l'avenir, on y arrive. Alors, Jean-Louis, elle est où cette image? Elle est dans l'esprit des autres ou dans votre esprit? Bah, dans mon esprit. Ah, ok. Dans votre esprit, alors, il y a un phénomène de cliquer, hein. C'est-à-dire que quand vous commencez à créer des compétences là-dessus, parfois on est épaté d'avoir acquis des compétences. Donc, on n'y croit pas trop aux compétences. Ah, je ne pensais pas que je serais capable de le faire. Hein. Ça, c'est quelque chose qu'on vit. Donc, ce phénomène de cliquer fait que notre cerveau a un certain retard pour pouvoir se mettre à accepter le fait que oui, effectivement, on a progressé là-dessus. Donc, il faut être un peu patient par rapport à ces phénomènes de cliquer. Et puis, la deuxième chose, c'est l'écoute des autres. C'est-à-dire, si vous avez des retours positifs sur le travail que vous faites et sur les choses, prenez-le. Leur expliquez pas qu'ils ont tort de penser ça, parce que vous ne le pensez pas. C'est vraiment l'histoire que je racontais tout à l'heure avec le singe et les bananes. S'il y a plusieurs personnes différentes qui vous disent « Jean-Louis, tu as fait du bon boulot, c'est super ce que tu as fait, merci beaucoup, tu as vachement apporté au projet commun », ben, sachez dire merci beaucoup et puis le prendre, quoi, dans votre capital estime de soi. Ai-je répondu à votre question, Jean-Louis? Oui. Ok. Avez-vous d'autres? Oui. Oui, du coup, moi j'avais une question qui rebondit un petit peu sur celle-là. Je pense qu'on est pas mal à avoir un petit syndrome de l'imposteur qui fait que quand on réussit quelque chose, on a l'impression que finalement c'était facile et que c'était rien. Est-ce qu'il y a une méthode particulière pour Très joli syndrome. Est-ce qu'il y a une méthode? Pardon, je vous ai coupé. Est-ce qu'il y a une méthode? Pour se rééduquer un petit peu au niveau de cette pensée-là, qui n'est pas toujours juste. Des fois, on a travaillé beaucoup pour arriver à certaines choses, et une fois que c'est fait, ça nous paraît être rien, quoi. Ça marche aussi d'ailleurs. Hein. Je vous le fais. J'y suis arrivé assez rapidement, en définitive.
Ah ouais, mais c'est parce que c'était facile. Et dans l'autre sens aussi, j'ai beaucoup travaillé pour y arriver. Ah ouais, mais j'y suis arrivé, mais mon Dieu, qu'est-ce que j'ai travaillé pour y arriver. Les deux sont le syndrome de l'imposteur. Hein. Le syndrome de l'imposteur est double. Hein. C'est soit je vais expliquer ma réussite parce que c'était facile, soit je vais expliquer ma réussite parce que j'ai beaucoup plus travaillé que les autres. Vous voulez que je vous dise? On s'en fout. Ce qui compte, c'est ce qu'on obtient et c'est le résultat au final. Donc, c'est regarder objectivement ce que vous avez obtenu. Regardez la façon dont les autres voient ce que vous avez obtenu. Et c'est ça qui va vous permettre de pouvoir faire les choses. Donc, l'idée, c'est sortir ses œillères. Pour sortir du syndrome de l'imposteur, il faut pouvoir ouvrir un peu ses œillères et se dire « Ah merde, j'ai une bonne image dans l'esprit des autres. » Donc, si j'ai une bonne image dans l'esprit des autres, après tout, c'est que c'est pas si mal que ça. Donc, c'est vraiment un travail sur soi, hein, un travail sur soi d'ouverture à ce que pensent les autres. Et ça, c'est terrible parce que parfois, les personnes qui sont dans le syndrome de l'imposteur se sont retrouvées dans le syndrome de l'imposteur parce qu'elles ont eu justement une mauvaise image de la part des autres. C'est-à-dire que c'est l'image envoyée par les autres qui ont fait qu'on se sent aujourd'hui imposteur. Donc, c'est très difficile à cette époque de s'être fermé de l'image des autres et de s'ouvrir aux autres. Mais voilà, c'est vraiment un travail sur soi à faire longuement. Mais par expérience, des personnes qui sont dans le syndrome de l'imposteur et qui travaillent, hein, qui avancent, qui réussissent à avoir un job, mais qui se sentent un peu imposteurs, ben c'est souvent des personnes qui sont travailleurs, motivés, humbles, prêts à apprendre et prêts à avancer. Et c'est des gens qui sont très agréables à travailler avec eux. Donc, voilà, c'est à la fois une damnation, mais c'est aussi une chance. Ai-je répondu à votre question? Très bien, merci. Merci à vous. Avez-vous d'autres questions? Moi, j'ai une petite question par rapport à tout ça. Bon, c'est un peu la continuité, mais c'était en fait depuis le biais cognitif c'était quoi la version à la perte. En fait, c'était un peu le truc de, par exemple, je vais faire des choses positives et des choses négatives. Les choses négatives ont beaucoup plus de force, mais en fait, j'essaie d'ancrer quand même les choses positives. Mais en fait, c'est même pas que je vais me dire, ouais, forcément, tout le temps, j'ai de la chance parce que j'ai travaillé. Mais en fait, je les oublie, en fait, à un moment donné, elles ont aucune importance. Et que même de me les rappeler, c'est un peu comme si, ouais, mais ça s'est passé et que maintenant, là, tout de suite, ouais, c'est nul, quoi. Ouais. Et je sais pas trop comment gérer ça. Alors, ce qu'il faut, c'est que vous acceptiez parfois de faire de la merde. Il faut l'accepter. On est tous pareils. Il faut l'accepter. Ça vous arrive. Ça vous arrivera. Ça nous arrive à tous. Moi, ça m'arrive de faire parfois des trucs qui sont pourris. Et c'est comme ça. Voilà. Et si on s'arrête là, je veux dire, on n'aurait jamais rien inventé. Hein. L'homme serait jamais allé sur la Lune. Si à chaque échec, on s'était dit, oh merde, on est trop nul, on s'arrête. Donc, il faut l'accepter. Réussir quelque chose, c'est avoir continué après l'échec. C'est ça, réussir. Hein. Réussir, c'est continuer malgré les échecs. C'est je rate. Puis quand je réussis, alors c'est marrant, quand vous réussissez, tous les échecs avant disparaissent. Et c'est vraiment ça, c'est pas s'arrêter de faire, continuer à avancer. Donc voilà, accepter que parfois vous faites des trucs pourris. 2, continuer à persévérer, continuer. Parce que si vous continuez, au bout d'un moment, ça va marcher. J'ai répondu à votre question? Merci, ouais, tout à fait. Merci. Je vous en prie, c'est un plaisir. Avez-vous d'autres questions? Oui, moi j'ai une question. J'ai écrit précédemment qu'en fait, souvent, par expérience, pendant mes entretiens, j'ai eu l'impression que le recruteur n'était pas aussi la personne qui était à l'épreuve. Donc, on a souvent l'impression que c'est le candidat qui est à l'épreuve, mais il n'y a pas le jeu d'équilibre dans la conversation où le recruteur est aussi dans une position de stress. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous dites? Vous dites que c'est une réalité ou c'est une perception? Alors, c'est une perception que j'ai eue.
Ouais. Et que c'est dommage parce que parfois, en fait, ce que je veux dire, c'est que l'entreprise choisit le candidat, mais c'est aussi le candidat qui choisit l'entreprise. Et bien alors? Du coup, parfois, j'ai l'impression que c'est déséquilibré ce jeu, c'est-à-dire que c'est plus souvent moi qui dois montrer mes preuves que le recruteur. Alors, c'est les deux. C'est les deux qui doivent montrer c'est les deux qui doivent faire leurs preuves. C'est-à-dire qu'un recruteur qui vous fait pas un bon pitch sur l'entreprise, sur le job et tout, il est un peu couillon quand même, parce qu'il faut qu'il vous donne envie. Un candidat qui donne pas son maximum pour donner envie au recruteur de le recruter, il est un peu couillon. Donc voilà, c'est vraiment, c'est la concordance de deux envies et tout le monde a peur. Donc c'est vraiment une question de perception. Et ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Pour éviter ça, mais faites comme lui. Combien de candidats il va recevoir pour le poste? 5, 10, 15? Mais faites pareil. Rencontrez 5, 10, 15 entreprises. Et c'est en faisant ça que vous allez pouvoir mettre les choses à égalité. Si effectivement vous avez 12 autres entretiens d'embauche après celui-là, vous allez voir, hein, ça va être vachement plus équilibré. Hein. Donc vraiment, mon conseil, c'est éviter de planifier un seul entretien ou 2, 3 entretiens d'embauche uniquement. Ah, chouette, j'ai 3 entretiens d'embauche, je vais les faire. Et puis, si ça ne marche pas, j'en planifierai d'autres. Non. Mon conseil, c'est planifier d'emblée un maximum d'entretiens d'embauche. Vous en avez eu un, super. Continuez à aller en chercher d'autres pour justement rééquilibrer les choses. C'est un peu comme si le recruteur se disait « Ah ben, j'ai reçu un CV, je vais le recevoir. Et puis, s'il ne me convient pas, j'irai en chercher d'autres. » Il ne fait pas ça. Donc, faites les choses pour pouvoir être à égalité au niveau psychologique. Faites les choses dans la réalité de la même façon que lui. Ai-je répondu à votre question? Oui, merci beaucoup. Je vous en prie. D'autres questions? On va passer à la suite alors. Donc, hop là, on va parler de la présentation de soi. Donc, la présentation. Alors, il faut que je vous raconte moi ce qui m'est arrivé avec la présentation de soi. Quand j'étais jeune consultant, il y a une vingtaine d'années, quand j'ai commencé à faire ce job, mon patron qui m'avait embauché, ancien commercial, responsable commercial, directeur commercial. J'avais une équipe de 25 vendeurs. Voilà, j'étais à l'aise dans mon job, je faisais ça depuis quelques temps. Je me sentais pas mal en maîtrise. Et puis, peut-être le lendemain du début de mon contrat, il me dit, viens avec moi, j'ai gagné un joli contrat chez Minelli. Vous savez, les chaussures. On va former la totalité des équipes de vente et des managers et on a un atelier de préparation à faire. Donc, tu vas venir avec moi, comme ça, tu verras d'emblée comment ça se passe, l'atelier de présentation. Tu n'as rien à faire, hein, il me dit, c'est toi, c'est moi qui vais mener l'entretien, mais comme ça, tu verras exactement. Moi, ravi de la situation, je vais avec lui chez Minelli. Là, on rentre dans la salle et dans la salle, il y avait tout le staff. Il y avait la DRH, il y avait le directeur commercial, il y avait tous les directeurs régionaux. Globalement, il y avait une douzaine de personnes dans la salle. Un peu intimidant, hein, un petit stress. Et au début, Jacques fait son introduction, mon patron, il fait son introduction, voilà, donc on va faire l'atelier, on va faire ci, on va faire ça. Et puis je suis venu avec Stéphane Renaillet. D'ailleurs, Stéphane, présente-toi. Stress aidant, j'ai fait une bouse infâme. J'ai vraiment, ce jour-là, fait la pire présentation de moi possible. Je me suis mis à parler pendant 5 minutes dans une espèce de vomi verbal, avec des inepties mises les unes à la suite des autres, avec des compliments. Quand j'y repense, c'était atroce. On a failli perdre le contrat à cause de moi. Donc, c'est terrible. Ce qui m'est arrivé ce jour-là, je ne veux pas que ça vous arrive. Donc, on va voir ensemble quelques règles de base pour faire une présentation de soi de qualité. Donc, quelle est-elle? Donc, pour faire la présentation de soi, l'idée, c'est de faire une présentation de l'ordre de 3 minutes à peu près. Hein. En entretien d'embauche, vous allez avoir 3 minutes pour pouvoir vous présenter. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? D'abord, une présentation de soi, c'est quelque chose de structuré. On va prévoir différentes parties, hein, on va réfléchir à structurer les choses
Voilà, je commence par quoi, puis après je mets quoi, je mets quoi. L'idéal, c'est d'avoir une structure qui est plutôt liée au contexte de votre entretien d'embauche. Donc, n'hésitez pas parfois à restructurer vos présentations de vous pour certaines sociétés qui ont des spécificités sur lesquelles vous pouvez mettre en avant certaines choses. Après, n'hésitez pas aussi dans votre présentation de vous à donner des exemples, à raconter des anecdotes, un petit truc amusant, sympathique, rigolo, étonnant, qui vous est arrivé dans votre expérience professionnelle. Un exemple ou une anecdote, ça va apporter un peu de vie, un peu de peps à votre présentation, et puis surtout, ça va un peu détonner de tous les autres qui ont fait une présentation qui est extrêmement plate. Après, dans vos anecdotes, n'hésitez pas à faire partager vos sentiments. Ce que vous avez ressenti à certains moments, n'hésitez pas à le mettre. À dire, voilà, et dans cette situation, je me suis senti particulièrement mal à l'aise ou j'étais particulièrement heureux. Faire partager ces sentiments, c'est aussi montrer qu'on a une intelligence émotionnelle. Et ça, c'est quelque chose qui est important pour le recruteur. Évidemment, dans la présentation de vous n'êtes pas obligé de tout dire, mais ce que vous dites doit être vrai. LinkedIn ment beaucoup, c'est pas sur LinkedIn, mais parfois on connaît une personne qui connaît une personne qui connaît le recruteur. Donc faites très attention si vous parlez de certaines expériences dans certaines entreprises, dites-vous que le monde professionnel est tout petit, donc ce que vous dites doit être vrai. Après cette présentation, écrivez-la noir sur blanc avec des phrases, pas des bullet points, avec des phrases, et apprenez-la par cœur. Et demandez à un collègue, un ami, un camarade de vous écouter pendant que vous la récitez. Et c'est une fois que vous la connaîtrez par cœur, comme quand on joue au théâtre, une fois que vous la connaîtrez par cœur, vous pourrez réellement la jouer face au recruteur. Avez-vous des questions sur la présentation de soi ? Moi, j'ai une question. En fait, le fait d'apprendre tout par cœur, est-ce que ça perd pas en spontanéité, du coup? Ça, bien sûr, par définition. Mais du coup, c'est un peu étrange, non? Ça perd en spontanéité, mais ça gagne en jeu. Vous voyez, à votre avis, si deux acteurs montent sur les planches dans un théâtre, lequel jouera le mieux? Celui qui connaît son texte par cœur ou celui qui fait plus ou moins de l'impro? Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, en le connaissant par cœur, vous allez pouvoir changer quelques mots en fonction de votre humeur du moment, vous allez pouvoir ajouter un petit truc intelligent, vous allez pouvoir la modeler. Mais surtout, ce que vous aurez dans la poche, c'est une base pour gérer votre stress. Parce que mine de rien, partir sur quelque chose sur lequel je suis super confort, que je connais bien, que je connais par cœur, quand je suis dans une situation où le stress est en train de m'écraser, ça va faire que vous allez vous sentir beaucoup mieux. C'est pour ça que mon conseil, alors c'est plutôt contre-intuitif parce que c'est vrai que la plupart des personnes disent « Ouais, mais si je connais par cœur, je vais paraître pas naturel. » Je peux vous promettre que quand vous connaissez les choses par cœur, c'est non seulement vous paraissez naturel, c'est-à-dire les personnes n'imaginent pas tellement que vous êtes à l'aise, que vous ayez appris les choses par cœur, et puis surtout, ça va faire en sorte que vous allez vous sentir beaucoup plus à l'aise. C'est vraiment pour vous. Donc, faites-le. À la limite, apprenez-le par cœur et l'utilisez pas. Mais comme ça, vous l'aurez dans votre poche. Parce que quand je suis au fin fond du stress, quand j'ai envie de me barrer, parce que je suis super mal à l'aise dans la situation, avoir quelque chose que je peux sortir à tout moment va me permettre de pouvoir m'en sortir. Ai-je répondu à votre question? Oui, merci. Avez-vous d'autres questions sur la présentation de soi? Non? Très bien, on continue. Donc, maintenant, on va rentrer dans l'entretien d'embauche, stricto sensu. Donc, dans l'entretien d'embauche, vous vous en souvenez, on va s'intéresser à trois choses. 1, les réactions au pitch fait par le recruteur. 2, les réponses aux questions qui sont prévisibles. Et puis 3, les réactions aux questions déstabilisantes. Donc, on va commencer d'abord par les réactions au pitch du recruteur. Vous le savez, le recruteur va vous faire un pitch. Un pitch de la société, un pitch du poste. Et puis, à la fin du pitch, il va vous regarder et il va vous dire, avez-vous des questions? Et là, on se pose une question. On se dit, si j'ai des questions, il va se dire que j'ai rien préparé. Et si j'ai rien préparé, je vais passer pour quelqu'un de pas sérieux.
Donc, j'ose pas te poser de questions. Aussi, j'ose pas te poser de questions parce que j'ai peur d'avoir l'air bête. Je me dis, si jamais je pose des questions, il va se dire, ah, mais quel idiot. Bah, évidemment, pauvre couillon. Donc, moi, mon conseil, surtout, c'est de poser des questions parce que c'est la première plainte que se font les recruteurs. C'est-à-dire que quand vous discutez avec un recruteur, il vous dit, tu te rends compte? Le mec, je lui explique le mode de fonctionnement de la société et derrière, quand je lui demande s'il a eu des questions, il n'en a pas. Donc, ça veut dire qu'il sait déjà tout sur tout. Donc, mettez-vous à la place du recruteur. Est-ce que le recruteur a envie de recruter une personne qui a l'impression de savoir tout sur tout? Donc, il va falloir poser des questions. Donc, la première chose que vous allez faire pendant que le recruteur pitch la société, pitch le job, évitez de hocher la tête en permanence en faisant des je sais. Hein. Donc, évitez. Hein. Vous fermez votre bouche et vous écoutez avec toute votre concentration sur ce qu'il est en train de dire. Parfois, le flux d'informations est monumental. Écoutez. Après, ce que vous allez prendre aussi quelques notes. Ça, c'est mon conseil, de prendre quelques notes par rapport à la personne. Vous pouvez demander la permission. Puis-je prendre des notes? C'est assez rare que la personne vous dise non, surtout pas. Tout est confidentiel. Donc, prenez quelques notes par rapport aux choses. Pas trop, hein, parce que si vous prenez trop de notes, ça veut dire que vous êtes en train de dire que vraiment, vous ne savez rien sur la société. Et ça, ce n'est pas admissible pour un recruteur. Donc, prenez quelques notes. Commencez déjà à élaborer les questions que vous pourriez vous poser. Et puis, quand c'est à vous, vous allez poser des questions. L'idée, c'est de poser des questions comme si vous vouliez répliquer le modèle de société de la personne en face. Donc, sur son fonctionnement de la société. Comment ça fonctionne, comment ils recrutent leurs clients, comment ils évaluent le niveau de satisfaction de leurs clients. Posez des questions techniques aussi liées à votre propre chose. Alors, posez des questions. N'apportez pas la réponse dans la question que vous posez. Hein. C'est pas donc si je comprends bien, hein, c'est poser de réelles questions. Puis sur les interactions entre les différents services, hein, puisque aujourd'hui tout le monde travaille en mode projet dans les entreprises, heureusement, hein, Dieu soit loué. Donc c'est poser des questions sur la façon dont les différents services interagissent. Quand vous êtes fléché sur un service précis, posez des questions sur quelles sont les interactions entre ce service et les autres services. Posez des questions aussi sur la façon dont les projets sont gérés. Et si jamais vous réussissez à lui poser une question qui sèche le recruteur, votre cote a pris un petit cran. Hein. Évidemment, ça veut dire que vous vous intéressez sacrément à l'entreprise et que vous recherchez des informations qui sont au-delà de son niveau de connaissance. Et puis, voilà, pensez. L'idée, c'est imaginez-vous dans la situation et comment vous pourriez la vivre. Donc, c'est l'intelligence de vos questions qui va aussi faire les choses. Alors, je sais que je vous mets un peu de pression en disant ça, mais voilà, les questions ne doivent pas être des questions trop évidentes et surtout pas des questions auxquelles il a déjà répondu dans sa présentation. Parce que ça énerve. Écrivez ces réponses. N'oubliez pas, il vous a donné, c'est une question que vous posiez, il vous donne la réponse, écrivez la réponse. C'est la moindre des politesses que vous puissiez faire et puis remerciez-le pour ses réponses. Donc ça, c'est sur les réactions du pitch du recruteur. On pourrait peut-être faire un petit jeu de questions-réponses tout de suite par rapport aux questions au pitch du recruteur. Anaïs, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, on peut. Alors, attends, je regarde dans le chat. Il y en a déjà? J'ai pas l'impression qu'il y ait des questions qui ont été posées là. Et si vous avez des questions, posez-les à l'oral peut-être. J'ai pas de questions là. Moi, j'avais une question. C'était pour savoir quelles sont les choses à savoir sur une entreprise quand on va à un entretien d'embauche. Les choses essentielles. Sur quoi se renseigner au niveau de l'entreprise. Vous allez sur leur… regardez la façon dont ils communiquent sur leur site internet. Allez sur leur site internet et regardez. Regardez les valeurs de l'entreprise, le mot du patron, comment ils communiquent avec leurs clients, comment ils recrutent. Regardez des choses basiques qui sont accessibles à tout un chacun. C'est ça qu'attendra le recruteur. Le recruteur attend que vous ayez fait un tour sur le site internet et que vous regardiez à peu près quelle est l'activité, qu'est-ce qu'ils font, quelles sont leurs valeurs, qu'est-ce qu'ils vendent, qu'est-ce qu'ils achètent, etc. Voilà, inutile de monter dans un niveau le Figaro économique sur comment évoluer l'entreprise au cours des 50 dernières années.
Si vous cherchez un job de directeur financier, bien évidemment, mais c'est pas le cas. Donc voilà, inutile de passer 10 000 ans pour faire sa recherche. En plus, c'est très chronophage, hein, Internet, ça prend des heures. Donc, allez sur le site de la boîte, regardez les informations principales qui sont communiquées, qui sont accessibles au grand public. Ai-je répondu à votre question? Ouais, au top, merci. Avec plaisir. Moi, c'est une question sans en être une, c'est aussi une remarque. Vous dites que si on pose une question au recruteur à laquelle il n'aurait pas la réponse, on gagne des points. Moi, je me demande surtout, ayant bossé dans des grosses boîtes, je me dis surtout qu'il y a beaucoup d'ego dans tout ça. Et est-ce qu'on ne froisserait pas un petit peu l'ego des… Oui, vous allez un peu, mais ce n'est pas très grave. Il ne va pas vous en vouloir par rapport à ça. Et vous allez le voir. Oui, non, mais voilà, si vous avez froissé son ego, vous allez voir sa réaction qui va être un peu sèche. Oui, non, mais c'est des choses… Bon, oui, mais si vous froissez son ego, il ne va pas pouvoir s'empêcher de vous dire, bon, éventuellement, on pourra vous faire passer ça par la suite. Ah, mais ce sera avec plaisir. Merci beaucoup, monsieur. Ok, merci. Okay. D'autres questions? Oui. Si à la suite de l'entretien, on n'a pas une question qui nous vient spontanément à l'esprit, mais est-ce qu'on peut poser une question dont on a déjà la réponse simplement pour le fait de la poser parce qu'on pense qu'elle est pertinente dans le cas présent? S'il n'y a pas répondu, oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Ouais, pourquoi pas. L'idée, c'est… moi, ce que j'aime bien dans votre démarche, c'est que du coup, vous avez préparé un peu la question. Donc, oui, pourquoi pas. Mais en tout cas, le pire, c'est de ne pas poser de questions. Hein. Donc, ouais, pourquoi pas. Mais il ne faut pas que ça se voit. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, tout à fait. Ah, il ne faut pas que ça se voit. Si ça se voit, il ne faut pas que ça se voit. Il faut être bon menteur. Hein. Donc, connaissez-vous d'abord. Et si vous êtes capable de le faire, allez-y. Hein. Amandine, oui, Amandine de Marseille. Moi, j'ai une question qui… Oui, bonjour. J'ai une question qui, par rapport au point précédent, désolée, je n'ai pas pu poser la question. Ok, c'était pour beaucoup de nous, on est en reconversion. Et donc, du coup, moi, je me demande, je me pose la question, mais je me dis comment je peux arriver à présenter mes expériences quand je parle de moi et à le présenter de telle manière que ça entre dans le cadre de ma reconversion ou du poste que je vise, des trucs comme ça. Bon, pour l'instant, je n'ai pas encore fait l'exercice, mais je me demande comment je peux préparer ma présentation pour, en tout cas, pour pouvoir montrer que, bon, voilà, que mes expériences passées peuvent servir dans le cadre de ce poste, en fait. Merci. Alors, Amandine, il faut que je vous dise un truc. On est tous en reconversion. Je sais que ça peut vous paraître bizarre comme phrase, mais on est tous en reconversion. C'est-à-dire que personne, et encore plus maintenant qu'il y a 20 ans, personne ne fait le même job toute sa vie. Ça n'arrive pas. Moi, pour ma part, j'ai vendu des jeans, j'ai fait l'accueil dans un consulat français. L'idée, c'est de se dire, qu'est-ce que j'ai appris dans ce job qui me sert aujourd'hui? C'est vraiment ça la question à se poser, c'est qu'est-ce que j'ai appris? En positif ou en négatif? Qu'est-ce que j'ai appris que je vais pouvoir utiliser aujourd'hui? Donc, c'est vraiment la question que vous devez vous poser. Et regardez, prenez tous les jobs que vous avez faits, quel que soit le job, et en vous disant, qu'est-ce qui me sert dans ma vie d'aujourd'hui que j'ai appris dans ce job-là? Mais faites-le sur le papier, hein, vraiment, hein, soyez très scolaire par rapport à ça. Vous dites, voilà, ben, j'ai fait ça, j'ai été vigile dans un supermarché de telle année à telle année. Qu'est-ce que j'ai appris? Qu'est-ce que j'ai appris par rapport à mon boulot d'aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai appris sur la nature humaine? Qu'est-ce que j'ai appris sur l'encadrement? Qu'est-ce que j'ai appris sur la façon d'interagir avec autrui? Qu'est-ce que j'ai appris sur la coopération entre les différents services? Qu'est-ce que j'ai appris? Donc, c'est vraiment une démarche qu'on est tous amenés à faire. Mais vraiment, je vous le redis, Amandine, on est tous en reconversion. Je veux dire, c'est une illusion. Quand moi,
je regarde mon CV et que je fais un lien logique entre toutes mes expériences, mais c'est du bullshit. Chaque job était tellement différent que c'est une illusion. Si vous allez sur mon profil LinkedIn, on a l'impression que le mec est monté chaque fois, mais c'est une illusion que je donne. C'est-à-dire, c'est moi qui artificiellement crée un lien entre tout ça, mais tout était différent. C'est bon? J'ai répondu, Amandine, à votre question? Oui, merci. Vous voyez l'idée de ce que je dis quand je dis on est tous en reconversion? Oui, je suis bien d'accord. Ok. Bon, merci en tout cas pour cette question. Avez-vous d'autres questions? Non? Non, ça va, c'est très clair votre présentation. Merci beaucoup, Amandine, ça me touche beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur les réactions au pitch du recruteur? Non? Eh bien, on va passer au point numéro 2. Les réponses aux questions prévisibles. Donc, les questions, il y a quelques questions que vous allez avoir de fait. Parfois, c'est des questions un peu personnelles ou des questions. Vous la connaissez, la question sur les défauts et les qualités, des choses comme ça. C'est vraiment des questions à la con, c'est vraiment des questions pièges sur lesquelles on ne sait pas trop comment s'en sortir. Alors, j'ai réfléchi par rapport à ça en faisant cette présentation en me disant qu'est-ce qu'on pourrait faire. J'ai quelques solutions à vous proposer. Donc, la première évidence, c'est de préparer vos réponses. Ben oui, si vous savez qu'il y a des chances que lors de vos entretiens d'embauche, vous ayez telle ou telle question, préparez vos réponses. D'ailleurs, si vous faites plusieurs entretiens d'embauche les uns à la suite des autres, ben, s'il y a des questions auxquelles vous ne savez pas répondre, dites-vous bien qu'il y a une chance que vous l'ayez dans votre prochain entretien d'embauche. Donc, préparez vos réponses. Et après, évidemment, je suis toujours dans la même idée. Apprenez par cœur les réponses pour que ça puisse sortir avec, en étant à l'aise et à propos. Alors, c'est pas parce qu'on apprend par cœur qu'on le récite comme à l'école quand on était en CM2. Quand on apprend par cœur, on réfléchit, on fronce un peu les sourcils, on prend un peu de temps, on prend sa respiration, on joue la réponse. Une fois qu'on l'a apprise par cœur. Et puis après, toutes les questions personnelles que vous allez avoir, vraiment, je pensais aux qualités, aux défauts. L'idée, c'est de contourner les choses. C'est vraiment une question que je me suis posée, c'est comment réagir quand une personne vous dit quelles sont vos qualités, quels sont vos défauts? Quelles sont vos réussites, quels sont vos échecs, de quoi vous êtes particulièrement fier dans votre vie, de quoi vous êtes moins fier. L'idée, c'est de se dire, tout ça, c'est question de point de vue. Une qualité ou un défaut, c'est question de point de vue. Ben oui, ce qui peut être perçu par certaines personnes comme une qualité peut être perçu comme un défaut par d'autres personnes. Donc, par rapport à ça, l'idée, c'est d'utiliser ça. Alors souvent, on utilise ça en donnant des faux défauts. En disant oui, je suis très exigeant. Alors évitez ce genre de truc, c'est vraiment une tarte à la crème en termes de défauts. Donc l'idée, ça va être plutôt de parler de son mode de fonctionnement. Quelles sont vos qualités, quels sont vos défauts? C'est plutôt d'aborder les choses en se disant, je ne sais pas si c'est une qualité ou un défaut, mais je vais vous parler de mon mode de fonctionnement. Par exemple, quand je suis face à des problèmes avec un certain niveau de complexité, j'ai besoin d'un peu m'isoler pour travailler tout seul, pour pouvoir réussir à comprendre et à trouver une solution au système. Alors, ça peut être perçu par certains comme une qualité, par d'autres comme un défaut. C'est pour ça que j'ai un peu de mal à vous répondre à cette question. Mais l'idée, c'est vraiment de livrer votre mode de fonctionnement. Pourquoi? Mais parce que votre mode de fonctionnement va dire beaucoup de choses sur votre capacité à vous intégrer dans les équipes. C'est-à-dire que si, justement, pour reprendre l'exemple, vous êtes, vous, avec un fonctionnement de solitaire, c'est-à-dire que vous avez vraiment besoin de vous concentrer et d'être en vous-même pour pouvoir avancer dans votre travail et résoudre des problèmes ou gérer des projets, ben vous allez avoir beaucoup de mal à vous intégrer à une équipe de foufou où ça court dans tous les sens, où ça crie dans tous les sens et où il y a un niveau d'énergie de malade en permanence. Et au final, vous allez être malheureux. Donc, profitez aussi de cette chose pour être sûr que votre mode de fonctionnement correspond réellement à l'entreprise. Parce que ça aussi, c'est un enjeu. Si vous rentrez dans une entreprise en faisant croire que vous êtes un peu foufou et que vous aimez bien hurler avec les gens pendant que vous êtes en train de bosser, ben si ce n'est pas le cas et si vous vous retrouvez dans cette situation, vous allez être malheureux, ça ne va pas bien se passer et au final, ça sera un échec. Donc, profitez aussi de cette occasion, quand vous avez des questions qui ont tendance à nous déstabiliser, pour pouvoir évoquer
la façon dont vous avez besoin d'avancer pour pouvoir travailler dans des bonnes conditions. En psychologie, on appelle ça des besoins psychologiques. Les besoins psychologiques, c'est ce qui va remplir ma jauge à carburant. On a tous une jauge à carburant, mais on ne fonctionne pas de la même façon. Il y en a qui ont du diesel, d'autres du sans-plomb, d'autres qui sont électriques, etc. Et donc, ce carburant, chacun a un carburant différent. Une fois que j'ai compris quel est mon carburant, ben, n'hésitez pas à l'exprimer à votre recruteur. Moi, je sais, par exemple, perso, j'ai besoin d'avoir des échéances courtes. Moi, je suis dans un esprit de quick win pour pouvoir avancer, pour pouvoir être motivé, pour avoir envie de bosser, pour avoir envie de gagner, pour avoir envie de réussir. Il faut que je sois dans un esprit de quick win. C'est-à-dire qu'il faut que le travail que je fasse produise un résultat à plutôt court terme ou moyen terme. En vieillissant, ça va un peu mieux, hein. Je me suis un peu apaisé sur ce domaine. Donc, ça veut dire que si je me retrouve à être embauché par un recruteur dans une société dans laquelle il faut travailler énormément de temps pour pouvoir voir le résultat et le fruit de son travail, c'est-à-dire c'est des projets à 18 mois ou à 2 ans, je vais devenir fou. Et donc, je vais être malheureux, je vais faire un mauvais boulot et au final, ça sera un échec. Donc, voilà, ça c'est sur les questions prévisibles. Avez-vous des questions par rapport à ça? Non? Si, moi j'aurais une question. Vas-y, Antoine. Ah, ok, merci. Quand on dit réponse aux questions prévisibles, il faut peut-être pas non plus avoir de réponse trop prévisible, du coup, même si c'est des questions prévisibles. Parfait, Antoine. C'est ça. C'est-à-dire que si vous savez que vous allez avoir cette question, profitez-en pour créer de l'originalité. Puisque vous les préparez en avance, dites qu'est-ce que je pourrais répondre d'intelligent? Et tant qu'à faire, pendant cet entretien d'embauche, donnez le meilleur de vous-même. Faites preuve d'intelligence en ayant préparé des réponses intelligentes et pas trop prévisibles. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous, Antoine. Okay. Pareil. Y a-t-il d'autres questions? Oui, j'allais vous demander si, en dehors de tout ce qui était qualité, défaut, échec, réussite, est-ce que vous auriez 2-3 autres exemples d'espèces d'incontournables de ces questions prévisibles? De quoi vous êtes particulièrement fier dans votre vie? Ok. Quelles sont les réussites quelles sont les réussites dont vous êtes fier? Qu'est-ce qui est important pour vous? Comment vous voyez la réussite? Vous voyez ce champ lexical de questions? Oui, c'est beaucoup de perception en fait. Exactement. Ouais. Exactement. C'est aussi pour le recruteur pour voir comment vous êtes à l'aise quand on est sur des aspects un peu plus personnels. Puisqu'il sait très bien qu'il va falloir valider un peu les choses, parce que quand on travaille au sein d'une entreprise, on est là professionnellement, mais aussi personnellement. C'est-à-dire qu'on n'est pas des fous. C'est-à-dire que c'est tout entier qu'on est au sein de l'entreprise. Donc, il a aussi besoin de valider comment vous allez vous comporter avec vos collègues. Ok, ça marche. Merci. Je vous en prie. Y a-t-il d'autres questions? Oui, bonjour. Bonjour. Moi, c'était plus un ajout sur la question des qualités et des défauts. Puisque au final, ce que je faisais jusque-là, quand on me demandait quels sont, citez-moi 3 défauts, c'est que je répondais à la question en parlant d'axes d'amélioration. C'est-à-dire, par exemple, je suis quelqu'un, j'ai un peu peur de prendre la parole en public, ce genre de choses. Et donc, je l'exprimais, mais d'une façon un peu moins négative. Mais je disais, j'en ai conscience. Donc, j'essaie de me challenger. Et c'était en fait, pour moi aussi, un moyen de filtrer les entreprises et d'être sûr d'atteindre des boîtes ou des équipes dans lesquelles je serai accompagnée pour m'améliorer là-dessus. Donc, en fait, je transforme cette question plus pour moi, vérifier que l'équipe ou l'entreprise dans laquelle je postule sera à même de me faire progresser. Et je trouve que c'est un bon... ça a marché pour partager. Oui, ça a marché. J'ai pas eu de retour négatif sur ça. Donc, c'est plus pour partager là-dessus. Super. Très bien. Extra. Merci. Merci beaucoup pour ce partage.
Y a-t-il des questions? Moi, j'avais déjà eu une question assez prévisible dans un entretien, mais ce n'était pas des questions personnelles, c'était souvent une demande de comment vous vous voyez dans 10 ans, dans quel type de poste. Et je trouve ça très difficile, sachant qu'on ne va pas rester sur le même poste très longtemps, enfin plus autant qu'avant, de me projeter aussi loin. Est-ce que vous auriez des conseils là-dessus? Dire la même chose. Si c'est votre vision, c'est une bonne vision. Est-ce que vous pensez que la personne ne va pas vous recruter parce que vous n'avez pas… C'est une drôle de question hein, entre nous. Hein. 10 ans. Aujourd'hui, à 10 ans. 5 ans, c'est déjà beaucoup, mais alors 10. Mais votre réponse est très bien. C'est d'abord, je pourrais vous pouvez faire une réponse du style, je pourrais vous répondre une fois que je serai en fonction. C'est-à-dire, c'est en fonction que je pourrais voir de quelle façon mon travail pourrait évoluer à l'intérieur de votre entreprise, à l'intérieur de ce poste ou à l'intérieur de ce service. Franchement, moi, je botterai en touche hein, sur ce type de questions en disant, sans avoir réellement touché du doigt le travail, c'est très dur de pouvoir se projeter à 10 ans. Déjà, se projeter quand on sera embauché, c'est difficile. À 10 ans, ou à 5 ans, même à 5 ans, c'est très, très, très difficile. Après, on est presque dans la thématique suivante. On va l'aborder tout de suite. On y va d'ailleurs. Les réactions aux questions déstabilisantes. Parfois, on a des questions qui nous glacent le sang. On a des questions qui sont extrêmement déstabilisantes. Et à ce moment-là, le pire à faire, c'est de rentrer dans le stress et de se mettre à fournir une réponse balbutiante, mauvaise et qui va derrière nous amener dans notre aversion à la perte. Donc, mon conseil, quand vous avez une question qui est déstabilisante, faites-vous préciser la question. Je sais, c'est pas évident. Je sais, il y a certains recruteurs qui vont pas forcément apprécier ça, mais après, il faut se poser la question. Hein. Soit je vais faire une bouse infâme dans ma réponse, ou soit je lui demande de préciser sa question. Prenez l'air le plus candide possible par rapport à ça et posez-lui la question. C'est-à-dire, quand vous me dites se projeter, vous parlez de quoi? Vous parlez au sein de l'entreprise ou vous parlez dans mon type de fonction? Vous voyez, de se faire préciser les choses. C'est-à-dire que l'avantage de ce genre de technique, c'est que ça va vous permettre d'abord de prendre un petit peu d'air, hein, parce qu'on sort un peu la tête de l'eau pendant que la personne est en train de préciser. Et puis enfin, il y a une vraie chance que la personne dévoile ses batteries, qu'elle nous explique réellement pourquoi, qu'elle commence à nous faire sentir la raison pour laquelle elle nous pose la question. Donc, faire préciser la question, c'est le fait de répondre à une question par une autre question. Alors, il ne faut pas l'utiliser trop hein, en entretien d'embauche. Vous avez 1 ou 2 jokers, pas plus. Vous pouvez le faire 1 ou 2 fois. Au-delà, ça va vraiment irriter le recruteur. Mais le faire une fois, quand vous vous sentez vraiment déstabilisé, va vous permettre peut-être de se sortir d'une situation difficile. Puis après, une fois que c'est fait, une fois que la personne a précisé sa pensée, alors, j'ai mis question ouverte parce qu'on va utiliser une question ouverte. Hein. C'est les questions qui commencent par CQQ, COQP. C'est-à-dire quoi, comment, qui. En anglais, on appelle ça les W questions, c'est-à-dire les questions qui ont un W à l'intérieur. Donc, c'est des questions qui amènent vraiment une réponse ouverte de la part de mon interlocuteur. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez dire par là quand vous me posez cette question, vous faites référence à mon évolution au sein de l'entreprise ou voilà. Donc, c'est vraiment une question ouverte. Une fois que c'est fait, l'idée, c'est de reformuler ce que vous en avez compris. OK, donc ce que vous me demandez en définitive, c'est comment je me vois évoluer dans ma fonction dans les années qui suivent. Ainsi, une fois que vous avez la validation de votre reformulation de la part de votre interlocuteur, ça va être beaucoup plus facile pour répondre pour vous, puisqu'elle aura intégré votre système de pensée. Après, répondez à la question, simplement. Vous avez pris de l'air, hein, vous êtes plus à l'aise, votre cerveau est plus opérationnel, vous êtes dans un système de raisonnement qui est plus effectif. À ce moment-là, votre réponse sera de meilleure qualité. Et puis surtout, une fois que vous avez apporté la réponse, n'oubliez pas, alors simplement, hein, je m'étais répondé, de faire valider votre réponse. Faire valider votre réponse, c'est lui poser la question, ai-je répondu à votre question? Oui, très bien, va faire la personne. Mais l'avantage,
de faire ça, c'est que vous faites rentrer quelque chose dans son esprit. Quand il vous pose une question, vous y répondez. Puis la deuxième chose, si jamais il n'est pas tout seul, s'ils sont plusieurs, et si l'autre a trouvé que sa question était un peu conne, ben, ils se rendent compte, surtout, qu'en simplicité, vous avez tenté de répondre à la question et que vous avez effectivement répondu à la question puisque la personne a validé votre réponse. C'est bon? Vous voyez cette technique? Donc, 1, on fait préciser la question. 2, on reformule. 3, on répond simplement. 4, on obtient un accord sur notre réponse. S'il vous plaît, est-ce que je peux vous poser une question? Bien sûr, avec plaisir. Bonjour, moi c'est Jérémy. Bonjour Jérémy. Je me souviens d'un entretien d'embauche qui a été totalement mise à mal par une question déstabilisante. Et malheureusement, cette question était extrêmement précise et je n'avais pas vraiment de moyen de demander de la reformuler. Ce que je vous propose, c'est de vous mettre en situation. Ah ouais. Et je vais vous poser cette fameuse question. Parce que franchement, moi, j'ai été vraiment... alors, l'entretien se passait super bien en plus. Et puis, on me demande... alors, on me dit, alors, vous arrivez en poste, c'est votre premier jour, vous travaillez, et là, toute l'équipe vous dit, c'est de la merde ce que tu as fait. Quelle est votre réaction? Alors, moi, j'ai une question à vous poser. Est-ce que l'équipe a été embauchée en même temps que moi? Non, absolument pas. Justement, je n'ai pas rejoint d'ailleurs. J'aurais aimé rejoindre cette équipe. Cette équipe, c'est des gens, le mec qui était en poste depuis plus longtemps, ça fait 40 ans qu'il est dans l'entreprise. Alors, parce que ça ressemble à une énigme, votre question. Hein. Deuxième question, est-ce que... attendez. Est-ce que les retours ont été individuels ou globaux? Ok, j'ai pas pensé à ça, effectivement, sur le coup. Non, mais vous voyez, c'est la réponse que vous proposez. Hein. Quand vous avez une question comme ça ou sur laquelle vous dites, mais je ne vois pas, prenez ça comme une énigme. On aime tous les énigmes. On aime tous jouer. Prenez ça comme un jeu. Dites-vous bien que la personne cherche soit à vous déstabiliser ou soit à voir comment vous allez réagir. Juste ça. Donc, oui, prenez ça un peu. Voilà. Pour précision, l'entretien se passait avec la directrice de l'entreprise et la directrice des ressources humaines. Et c'était évidemment la nana des ressources humaines qui m'avait posé cette question. Ouais. Donc oui, vous avez raison, c'était pour observer plus ma réaction humaine. Quoi. Ou soit faites l'andouille en disant vous me parlez d'un cas réel, c'est des choses qui sont déjà arrivées dans votre entreprise? Ça, c'est exactement ce que j'ai fait. Et alors? Elle s'est marrée, ça a un petit peu dédramatisé le truc. Elle m'a reposé sa question. Bon, puis moi, ma façon de m'échapper de ça n'a pas été des plus fines. Je lui ai dit, mais madame, ça n'arrivera jamais. Mais je sais pas ce qu'il fallait que je rebondisse. Ouais. Oh, et vous avez été pris ou pas? Non, j'ai été rappelé. J'aurais pu, mais j'étais trop jeune pour le poste, en fait. Alors que j'ai 40 ans, mais bon. C'est vraiment un peu de vieux, quoi. Et ça fait plaisir à 40 ans qu'on vous dise que vous êtes jeune. Ouais. Ah oui, moi j'aime bien. Génial. Oui, mais moi je pense que vous avez bien joué. Il faut taper dans l'humour. Il faut taper dans l'humour. Et dans ce cas-là, alors moi j'utiliserai un arbre décisionnel. Alors, pour répondre à cette question, moi j'utiliserai un arbre décisionnel. Et je dirais, alors voilà, par rapport à ce que vous me dites, il y a deux solutions. Soit effectivement mon travail est pourri, ou soit mon travail n'est pas pourri. Après, on pourra réfléchir sur qu'est-ce qui me permet de jauger ça. Hein. On va plutôt jauger ça par rapport aux compétences acquises avant de rentrer dans l'entreprise. Si mon travail est pourri de leur point de vue, ça veut dire soit on n'a pas les mêmes standards, on n'a pas appris les mêmes choses, ou soit ça veut dire qu'il y a des choses qui sont différentes dans votre entreprise par rapport aux autres entreprises. Ou soit mon travail n'est pas pour… Voilà, et de faire comme ça un arbre décisionnel, de montrer qu'il ne peut pas y avoir une réponse simple par rapport à ça. Mais c'est le but de la personne des ressources humaines. Je veux dire, je suis persuadé que votre capacité à les faire marrer suite à votre réponse vous a sauvé de la question. Hein. Je suis intimement persuadé. Ok. Mais c'est vrai que sur le coup, c'est ça rend et très bien employé. Loupe, hein.
Ah ben c'est sûr, on fait gloup hein, quand on a comme ça des questions où on ne sait pas quoi faire. Moi, ça m'est arrivé de rester la bouche ouverte, hein, bouche bée, parfois en me disant merde. Et je trouvais même pas la question ouverte ou serait-ce que la question à lancer en retour, quoi. Je vous remercie. Ben, je vous en prie, c'est avec plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport aux questions déstabilisantes? Ouais, Mariam de Marseille. Moi, j'ai eu un cas comme ça. Après, à la fin, je savais plus si c'était une question déstabilisante ou c'est le recruteur qui est déjà avec un préjugé ou voilà, il était fixé sur son idée, il voulait juste me piéger. Et c'était quand j'ai postulé pour un poste d'assistante en expertise maritime. Et j'avais un diplôme d'ingénieur en production animale et je disais que j'étais en reconversion. Il a trop insisté sur le fait que ça va vous ennuyer, vous n'avez pas peur que ça devient, ça risque d'être un poste voilà, très administratif, donc par rapport à la recherche, être ingénieur, ça va bon, j'ai dit que je snobe pas le travail, que j'ai déjà fait de l'administratif ou assistante, donc j'ai vu que selon le domaine, ça peut apprendre plein de choses, mais c'était tellement redondant, il a posé la question pas mal de fois qu'à un moment, tu te dis, il me vend pas très bien le truc, donc je vais pas le convaincre, du contraire, si tu me dis que c'est lassant. Marianne, c'est ça? Marianne? Myriam. Alors là, c'est vraiment un cas typique où on peut utiliser cette technique. Ça fait 3 fois que vous me dites je vais m'ennuyer, mais juste pour bien comprendre, qu'est-ce qui vous fait penser que je vais m'ennuyer? Ouais. Vous voyez l'idée? On inverse un peu les rôles là. Mais complètement. Ça fait 3 fois que vous me le dites, mais j'essaie de vous répondre par rapport à ça, parce que moi j'ai envie de rentrer dans votre entreprise, je vous le dis tout de suite. Hein. Mais qu'est-ce qui vous fait dire que je vais m'ennuyer? Ouais. Et là, bam! Et le mec va vous exprimer. Vous voulez que je vous dise? Peut-être que c'était un mec qui voulait votre bien. Peut-être qu'il pensait sincèrement que vous allez vous faire chier comme un rat mort dans cette boîte. Pourquoi m'appeler dans ce cas? C'est la question que je me suis posée. Hein. Pourquoi m'appeler alors que j'ai rien caché? J'ai dit que j'étais bac plus 5, que voilà, j'étais en reconversion. Mais finalement, je n'étais pas prise et il a dit que c'est surqualifié. Donc, Mais oui, mais peut-être que c'est ça. Vous savez, lui aussi, il est peut-être dans l'impuissance acquise. Peut-être qu'il a eu, il y a quelque temps, une personne qui avait un diplôme d'ingénieur, qui est arrivée en disant ouais, super, non, ça va me plaire, et qui, au bout de 3 mois, lui a dit votre job, c'est de la merde, je m'ennuie, et qui est parti. Vous voyez, peut-être qu'il y avait quelqu'un dans cette situation-là. Donc, l'objectif de cette technique, c'est aussi pouvoir permettre à la personne d'exprimer pourquoi il pose cette question. Donc, vous voyez le réflexe à avoir, hein, Myriam. La prochaine fois que vous avez une situation comme ça, vous lui dites mais qu'est-ce qui vous fait dire ça? Qu'est-ce qui vous fait penser que? Et posez-lui la question avec simplicité, et la personne peut-être vous exprimera. Et vous vous rendez compte, peut-être que c'était un brave type qui avait juste peur que réellement vous vous ennuyiez. Et du coup, par rapport à la question précédente, la question piège un peu, si on vous dit que votre travail c'est de la merde, est-ce que c'est de simuler la même réaction, ça n'aurait pas un effet bénéfique aussi en disant bah moi je demande en quoi mon travail c'est de la merde, explique-moi ce qui ne va pas. Ah, j'adore, mais vous avez trouvé, bravo. Bravo. C'est ça. Merci beaucoup. Je vous en prie. On est overtime. Ça fait 1h30 qu'on y est. C'est super. C'est un plaisir d'être avec vous. Je vais juste résumer les choses. Hein, pour résumer, d'abord, ce qu'on s'est dit, c'est que c'est normal d'être stressé. Pardon? Excusez-moi, Stéphane, Manon de Marseille. Moi aussi, j'ai une question un peu comme Myriam, mais à l'inverse, en fait, le recruteur me disait peut-être que tu vas être surchargé de boulot, tu vas être dépassé, ça va être trop pour toi. Et pareil, il était très redondant. Donc, moi, j'essayais donc d'insister sur le fait que j'étais presque… Mais non, j'y arriverai, mais non, je suis une bosseuse et tout. Et ça, c'est à pas faire. Donc, moi, mon conseil, c'est de dire, mais entre nous, qu'est-ce qui vous fait… Vous voyez, vous lâchez les armes un peu, entre nous, juste comme ça. Ça fait 3 fois que vous me le dites. Qu'est-ce qui vous fait dire que je vais être submergé? Juste pour comprendre.
Parce que ce travail, jusqu'à maintenant, il y a quelqu'un qui le faisait. Qu'est-ce qui vous fait dire que moi, je vais être submergé? Juste pour comprendre. Et donc, à ce moment-là, il m'a répondu par rapport à ton expérience légère, entre guillemets. D'accord, ok. Donc, si je comprends bien, et ça serait quoi une expérience moins légère? Qu'est-ce qu'il faudrait que j'ai comme expérience pour que vous pensiez que je puisse m'en sortir? Et hop, et vous le laissez vous exprimer. Et vous le laissez s'exprimer. Et une fois qu'il s'est exprimé, vous dites, ok, très bien. Donc, si je peux vous prouver que là-dessus, je suis capable de m'en sortir, qu'est-ce que vous faites? Vous me recrutez ou vous ne me recrutez pas? Parfois, perdu pour perdu, il faut un peu lui rentrer dans les dents. Hein. Très bien. Gentiment. C'est bon? Oui, merci. Merci. Ben, merci à vous. Hein. Merci à vous. Donc, pour résumer les choses, on disait, donc c'est normal d'être stressé. Rien. C'est pas en faisant du yoga, c'est pas en prenant des cachetons, c'est pas en faisant quoi que ce soit que vous serez moins stressé. Hein. C'est normal d'être stressé. Hein. C'est normal d'avoir la trouille. Hein. Le courage, c'est faire avec la trouille. Donc, c'est normal d'être stressé. Le courage, c'est donc faire malgré le stress. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est obtenez un max d'entretien. Ayez dans la poche, quand vous allez dans l'entretien, déjà d'autres entretiens planifiés et vous verrez que vous serez beaucoup plus cool. Après, préparez vos entretiens comme si votre vie en dépendait et durant l'entretien, arrêtez de penser à l'enjeu. Dites-vous que vous pouvez faire une grosse merde et que ça peut mal se passer, que c'est pas grave. C'est durant l'entretien, pensez, concentrez-vous sur ce que vous avez à faire. Sur le fait que vous avez à faire une jolie présentation de vous, à bien écouter votre recruteur, à prendre des notes, à répondre avec intelligence ou avec une question aux questions qui vous seront posées. Voilà, pensez à ce que vous avez à faire et arrêtez de penser à l'enjeu. Et pas à l'enjeu, voilà, je le disais. Et puis soyez cool, hein, si vous avez préparé votre entretien, ça devrait bien se passer. Et si vous ne l'avez pas préparé, normalement, ça ne devrait pas bien se passer. Donc soyez cool aussi. Voilà. Donc, je voulais vous remercier pour votre attention. Je voulais vous remercier aussi pour la pertinence de vos questions. C'était très, très, très chouette. Et puis, voilà, c'était vraiment un plaisir de faire cette conférence avec vous. Alors, si je peux, j'ai une dernière question. Ah, bien sûr, allez-y. Hein. Quand vous dites justement de préparer plusieurs entretiens 37, et de pouvoir avoir plusieurs entretiens, ouais. Justement, quand on nous pose la question de savoir où on en est dans nos recherches et si on a d'autres pistes, comment il faut se situer par rapport à ça? Être totalement ouvert et dire la vérité? Transparent, ouais. La vérité. Soyez transparent. Oui, bien sûr, j'ai d'autres entretiens. J'ai déjà eu d'entretiens dans d'autres entreprises et j'en ai d'autres. C'est suis-moi, je te fuis, fuis-moi, je te suis. Vous voyez l'idée? Si le mec se dit « Oh là là, il y a d'autres entreprises qui sont intéressées par lui, du coup, la personne ne m'intéresse plus. » C'est comme le restaurant. Vous passez dans un restaurant, il n'y a personne, vous ne rentrez pas. Il y a la queue devant le restaurant, vous dites « Oh, ben, je vais faire la queue avec les autres, ça doit être sacrément bon. » C'est toujours pareil. Hein. Un candidat qui a d'autres entretiens d'embauche est forcément plus attractif qu'un candidat qui n'en a pas d'autres. C'est bon? Parfait. Je vous prie de bien vouloir m'excuser, j'ai du travail en suivant. Je vais devoir vous laisser. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les faire passer à Anaïs et on réfléchira ensemble pour comment pouvoir y répondre. Je vous remercie en tout cas pour votre attention. Je vous remercie aussi pour la pertinence de vos questions et puis je vous souhaite de très bons entretiens d'embauche. Au revoir et à bientôt. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci. Merci. Merci.